Le professeur Didier Raoult est l'invité de BFM TV. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, une fois encore, à l'IHU. Donc vous êtes toujours là, Oui, oui. contrairement à ce que certains espèrent. Oh, je ne sais pas si j'espère, certains disent, mais enfin, vous savez, après, je me méfie. Les gens devraient... Ça, c'est un conseil médical. Il ne faut pas prendre de décision ou d'initiative au mois de juillet. Pourquoi ? Les gens sont fatigués, ils veulent liquider leurs affaires avant de partir en vacances et ils perdent de leur calme. Comme nous en médecine, moi j'ai enseigné ça pendant des années. Faites attention au vendredi après-midi parce que c'est là qu'arrivent les gags. Vous voulez vous débarrasser du malade, vous voulez partir plus tôt, les gens sont moins nombreux dans le service de réception. Et donc, il y a une surmortalité liée aux décisions qui sont prises dans un état de tension ou de précipitation qu'il faut éviter. Donc faire savoir au mois de juillet que le professeur Raoult pourrait peut-être prendre sa retraite, c'était pas une bonne idée, vous voulez dire ? Je pense que les gens ont mélangé deux choses. D'une part, si vous voulez, j'ai une retraite officielle de mes fonctions de praticien hospitalier. Il y a une confusion qui s'est installée dans mon esprit, c'est que j'avais été nommé officiellement par l'assistance publique et l'ancien président de la CME, chef de service jusqu'en septembre 2024. Mais pour que je puisse rester chef de service jusqu'en 2024, bien sûr, il fallait que je puisse être renouvelé ou proposé comme praticien hospitalier de 2021 à 2024. Bon, cette équipe-là n'a pas voulu le faire, c'est comme ça, c'est leur responsabilité, c'est leur responsabilité. Il faut déconnecter ça de l'Institut hospitalo-universitaire. Depuis le 31 août dernier, vous ne faites plus partie d'Aix-Marseille Université et des hôpitaux de Marseille. Mais en revanche, vous êtes toujours ici, donc, à l'IHU. Oui, je suis professeur émérite de l'université, donc je suis toujours attaché à l'université, j'ai des étudiants de l'université. Je ne suis plus praticien hospitalier de l'assistance publique de Marseille et j'ai un mandat qui est en cours de directeur de l'IHU. Et vous souhaitez poursuivre ce mandat ? Les choses ne sont pas comme ça. J'ai prévu depuis bien longtemps, si vous voulez, ma succession, parce que ça nécessite une énergie folle. Et puis, comme vous avez remarqué, c'est un peu usant. Donc, ceci est programmé avec le conseil d'administration. Le ministère est au courant de cette histoire. Là, il y a encore une fois, au cours de cet épisode d'énervesant, qui a beaucoup de raisons et une temporalité qui était mauvaise, on ne change pas un directeur comme ça. Il faut aller chercher un nouveau directeur, il faut faire un appel d'offres. Tout ça prend un temps, tout ça est programmé. Je comptais bien d'ailleurs arrêter mes fonctions de directeur maintenant, mais nous n'avons pas pu le faire parce que mon conseil scientifique, mon conseil d'administration m'a demandé de le reporter d'un an compte tenu de l'épidémie de Covid, ce qui je crois était raisonnable. Ce qui veut dire donc que vous quitterez ces fonctions dans combien de temps ? Dans un an, je pense que c'est dans un an, ce vous que j'ai partirez. prévu. Oui. Enfin, je quitterai les fonctions de directeur de l'IHU. Oui. Ça, c'est votre souhait, mais il y a un conseil d'administration qui aura lieu en novembre. Oui. Il y a 20 membres qui votent. Ce conseil d'administration, techniquement, pourrait vous dire de partir à ce moment-là. Non. Est-ce que vous l'envisagez ? Non, il ne pourrait pas le dire dans une... Pourquoi ? Parce qu'il y a des statuts, si vous voulez. Les statuts, il y a une présidente élue, et c'est la présidente qui nomme le directeur, ce n'est pas le conseil d'administration. Ouais. Et la présidente, tant que la présidente n'a pas décidé de proposer un autre directeur, c'est de la responsabilité de la présidente. Vous dites ça avec beaucoup de certitude, ça veut dire qu'elle vous a assuré de son soutien ? Oui, bien sûr. Oui. Ce qui signifie donc que vous êtes là pour encore un an oui, au maximum ? Oui, franchement, oui. Moi, encore une fois, je trouve que c'est usant. J'ai porté ça jusque-là. Je trouve que c'est fatigant. Ouais. Et donc, il y aura un successeur ? Vous l'avez trouvé déjà ? Non. On va faire un appel d'offres. Et puis, d'accord. Il y aura un comité de sélection. Et puis, la présidente, après avoir l'avis des uns et des autres, la présidente. Là, par contre, quand on nomme un directeur, la présidente le fera approuver à ce moment-là par le conseil d'administration. Donc, si je comprends bien, vous restez à votre poste, ici à l'IHU. Vous auriez pu aussi, d'une certaine façon, être agacé, voire plus, par les déclarations de
M. Crémieux, de M. Jouve, qui vous ont clairement demandé de partir. Vous auriez pu aussi, de vous-même, quitter l'Institut. Vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas. Non, non, compte tenu de ces paroles qui ont été assez vives. Oui, mais vous savez, écoutez, de bâtir un IHU comme ça, c'est une histoire très longue. Moi, j'ai créé ma première unité de recherche, j'étais encore interne en 1983. C'est devenu unité de recherche associée au CNRS pendant 25 ans. J'ai décidé, moi, d'arrêter de diriger cette unité. Je l'ai coupée en deux pour qu'elle soit dirigée par 2 autres personnes. J'ai créé le Centre national de référence que j'ai transmis pour les bactéries intracellulaires et les bactéries transmises par l'éthique. J'ai créé un centre collaborateur OMS que j'ai transmis. Donc, si vous voulez, j'ai regroupé l'ensemble des services de maladies infectieuses et de microbiologie, et j'ai demandé à un de mes collaborateurs de le gérer. Donc, j'ai l'habitude de transmettre, de créer les choses et de les transmettre. Et de les transmettre pour qu'elles restent, qu'elles soient stables. Après, si vous voulez, il y a des gens qui sont nommés à un moment, il faut se méfier aussi. Les gens devraient être toujours prudents juste après avoir été nommés, parce que souvent il y a de l'hubris, si vous voulez. On a l'impression qu'on a tous les pouvoirs quand on vient d'être nommé, et puis ça passe avec le temps. Donc il faut se méfier. Moi, c'est quelque chose que je me suis ordonné depuis 30 ans, à chaque fois que j'ai eu de nouvelles responsabilités, de faire très attention, de ne pas croire que ces responsabilités allaient au-delà de ce qu'elles étaient réellement. Donc il faut être prudent avec ça. C'est un des biais de l'homme, c'est comme ça. Ouais. Professeur Raoult, qui vous soutient encore? J'ai entendu le maire de Marseille dire « il faut tourner la page ». Non, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ni j'écoute, ni je lis, ni je regarde la télévision. Je fais mon devoir et globalement, l'opinion qui m'intéresse le plus, à la fin, c'est l'opinion que j'aurai de moi-même. Donc je fais ce que je dois faire. Et alors c'est quoi l'opinion que vous avez de vous-même? Ça va. Ça va. Oui. Oui, je me souviens que vous vous étiez même comparé à Mbappé dans un précédent entretien à BFM TV, ça avait fait beaucoup parler. Non, mais je trouve que, si vous voulez, compte tenu de ce que sont, de ce qu'est la société dans laquelle je vis et de ce que sont mes possibilités, je trouve que j'ai fait à peu près aussi bien que ce que je pouvais faire. Mais je m'excuse, je ne veux pas vous faire de reproches, mais vous savez, les journalistes sont plus attentifs à la médisance qu'à la réalité. Alors, je veux juste essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment, ici à Marseille, entre vous et les personnes que j'ai citées. C'est quoi? C'est une guerre des chefs? Je ne sais pas, je vous dis encore une fois, je pense que les gens qui viennent de se retrouver dans une situation de direction qu'ils n'avaient jamais eue ont une impression de pouvoir qui finit vite par être une illusion, vous savez. Et je vais vous dire, la culture de base de notre société, les plus anciens livres de nos sociétés, c'est la Bible et c'est l'Iliade. Et la Bible et l'Iliade sont 2 monstres qui expliquent ce que c'est que l'hybris, puisque Agamemnon se fâche avec son meilleur guerrier pour montrer son autorité en lui prenant sa femme, et parce que David envoie un de ses guerriers se faire tuer pour lui prendre sa femme, et qu'il en est puni par Dieu jusqu'à la 7e génération. Donc cet excès de pouvoir, cette tentation d'excès de pouvoir, est quelque chose qui fait partie de l'histoire de notre civilisation et qui devrait nous être enseigné dès le plus jeune âge. Alors, vous avez eu quelques mots au sujet du nouveau directeur général des hôpitaux de Marseille. Vous avez dit « je serais plus inquiet pour lui que pour moi, il devrait se calmer parce que les Marseillais, dites-vous, j'ai testé 1/4 de la population marseillaise à l'IHU, ça laisse des traces ». C'est une menace? Non, mais pas du tout. Mais enfin, vous rendez pas compte. C'est quand vous promenez un jour avec moi à Marseille, vous vous rendez pas compte de ce que les gens m'aiment ici. Vous n'êtes pas réaliste. Quand les gens, regardez, ils sont tous passés ici, 250 000 personnes sont fait tester. Tous les gens à Marseille ont une personne de leur famille qui a été testée et soignée ici. Donc si vous voulez, vous pouvez pas, je ne suis pas un objet non identifié. Donc il faut faire, et effectivement... Du coup, quand on s'attaque, pardon de vous couper, mais quand on s'attaque au professeur Raoult, on risque peut-être de voir
la porte de son immeuble taguée. C'est ce qui est arrivé à François Crémieux. J'étais au Gabon, c'est pas moi qui l'ai fait. Je me doute bien que ce n'est pas vous, mais ça pourrait être certains de vos supporters. François Crémieux a porté plainte Il a raison. pour injure publique envers un chargé de service public, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens, à l'encontre d'un chargé de mission de service public. Contre de qui il parlait? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas de quoi. Vous savez, à la différence. Logiquement de vous. On ça verra. paraît assez évident. Vous savez, je menace jamais personne. Ouais. C'est contre-productif. Si vous avez vraiment du mal à quelqu'un, il faut jamais le menacer. Donc je le fais pas. Et là, deuxièmement, je n'insulte jamais personne. Donc c'est pas ma nature, c'est pas mon truc. Après, Mais vous regrettez ces incidents? Que quoi? Non, mais c'est indépendamment de moi. Écoutez, vous pourriez être solidaire de votre je confrère. regrette. Écoutez, je suis solidaire des gens qui sont solidaires avec moi. Donc, encore une fois, les gens ont soulevé un niveau d'énervement que j'arrive mal à comprendre, y compris ont réussi à faire croire. Moi, je regarde les chiffres de mon ancien service, et dans mon ancien service, c'est un des services dans lequel le taux de vaccination est le plus élevé de toute l'assistance publique. Il est plus élevé que ceux qui parlent en disant que je suis contre la vaccination. Ils devraient regarder juste la réalité. Tu sais, le fantasme de « Professeur Raoult est contre la vaccination », mais c'est idiot, j'ai écrit un livre entier sur la vaccination. Mais alors justement, professeur Raoult, c'est l'un des objets de cette interview. Est-ce qu'on pourrait clarifier les choses une bonne fois pour toutes? Votre position... Je la clarifie à chaque fois. À chaque fois, vous êtes sourd, je ne sais plus comment faire. Reconnaissez que même le président de la République, lorsqu'il dit que vous êtes un grand scientifique, bon, j'imagine que ça doit vous faire plaisir au passage, quand il dit ça à Marseille. Oui, vous savez, c'est pas une découverte, hein. Je m'excuse. Mais même quand il dit ça, il dit oui, mais, la parole médiatique du professeur Raoult a pu créer des phénomènes de rejet. Non, mais écoutez, c'est le président qui l'a dit. Écoutez-moi. Il y a, encore une fois, moi je ne suis pas un homme politique. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous avons une divergence avec le directeur de l'assistance publique et le président de la CME, c'est qu'il voulait me faire signer un manifeste et que je ne signe pas de manifeste ni en un sens, ni en l'autre. C'est contre mes principes, je ne le fais pas. Moi je fais de l'information sur la science. C'est mon rôle, c'est mon métier, et il y a des gens, les politiques en général, et là je pense que c'est des positions politiques qui ont été prises, qui disent il ne faut pas dire des choses, même si elles sont vraies, si elles vont contre ce qu'ils pensent être l'intérêt général et qui est leur opinion. Et je ne suis pas comme ça. Et donc, de manière très intéressante, parce que dans cette crise de nerfs associée à cette maladie, je voyais, j'avais mis 3 journaux de nature récents, de 1 mois, qui reprennent tout ce que j'ai dit au cours du temps, que moi je vois tout de suite, et qui disent la même chose que moi. Simplement, les gens disent, mais vous ne pouvez pas dire que les gens qui sont vaccinés ne sont pas protégés contre le variant Delta. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire que les gens qui sont vaccinés, qui ont le variant Delta, ne sont pas contagieux. Et maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. C'est ça qui excite les gens, c'est de dire, écoutez, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit qui remette en cause la solution idéale que va être le vaccin. Moi, je pense que mon métier, ça n'est pas ça. Et plus généralement, intellectuellement, je pense qu'il ne faut pas croire et ne pas faire croire aux solutions miraculeuses, parce que quand on voit que la solution n'est pas miraculeuse, les gens sont désespérés. C'est mon avis. Maintenant, encore une fois, moi, je vous défie de voir quelque chose que j'ai dit qui n'était pas simplement scientifique. Non, il y a une différence entre ce que vous dites, vous, et ce que dit, en gros, le Conseil scientifique, le ministre de la Santé, le Premier ministre et le Président de la République, qui, eux, disent vaccination pas obligatoire, bien sûr, parce que ce n'est pas le terme qui est retenu, mais fortement encouragée, jusqu'aux adolescents de 12 ans. Vous apportez des différences par rapport à ce discours. Vous avez des différences de fond. Non, encore une fois, moi, ce que je dis, je vais essayer de vous expliquer les choses, mais des fois, c'est compliqué. La première chose, par exemple, si vous voulez, moi, j'ai écrit un article il y a 3 mois, dans l'Ansett, qui n'est pas pris, mais qui est sur mon DOI, en disant, écoutez, il ne faut pas vacciner les jeunes femmes avec AstraZeneca, elles font des thromboses.
Donc, d'oser dire quelque chose contre le vaccin à l'époque était épouvantable, mais en Angleterre, qui produit le vaccin AstraZeneca, on recommande de ne pas vacciner les gens de moins de 40 ans. Je n'ai pas dit une horreur, j'ai parlé de science. D'accord ? Donc, AstraZeneca est quasiment écarté de la vaccination en France. Aujourd'hui, je veux dire. Non, mais quand moi j'ai dit ça, personne ne disait ça. Donc, c'est simplement, j'ai essayé de l'expliquer. Moi, je vois les choses précocement. Je dis, faites attention, parce que cette chose-là est un problème. Voilà. De la même manière, quand on prend des positions ici en disant, écoutez, ça c'est la science, et que nos collègues européens d'Europe du Nord font l'inverse, on peut se poser la question si c'est une démarche scientifique ou une démarche purement politique. Donc la démarche politique, je ne la conteste jamais. Si on me demande, je dis, écoutez, ce qui est la loi, c'est la loi. Après, est-ce que ça, c'est basé sur des données scientifiques sur lesquelles les uns et les autres sont d'accord ? Vous voyez, le dernier truc, c'est le vaccin chinois. Il y a les Marocains qui ont un vaccin chinois, et si on leur dit le vaccin ne sert à rien, et s'ils vont en Islande ou en Irlande, on leur dit le vaccin marche très bien. Donc il y a quand même des problèmes qui sont des problèmes scientifiques. Et justement, 50 millions de Français vaccinés, en tout cas avec une dose. 50 millions, là quasiment, on y est. Et finalement, la 4e vague, on voit que les chiffres sont d'abord absolument pas atteints ce qu'on avait pu connaître précédemment, et surtout sont en train de baisser considérablement. On voit aussi que pour ce qui concerne les cas graves, hospitalisation, réanimation, on a des taux de 80-85% de gens non vaccinés qui se retrouvent dans cette situation. Est-ce qu'au fond, ces deux données-là, toutes simples, là compréhensibles pour tout le monde, pour le grand public, ne suffisent pas à valider cette stratégie du tout vaccin, en quelque sorte ? Si vous voulez, encore une fois, les stratégies et les décisions politiques, c'est le temps qui les juge. Mais sur les données que moi je connais, celles que vous avez, je ne sais pas d'où elles viennent, mais moi, les miennes de données, je sais d'où elles viennent. Les gens qui actuellement, d'abord, données officielles, enfin bon, globalement, si vous voulez, la mortalité chez les vaccinés et non vaccinés est à peu près la même. Et ce variant, contrairement à ce qui est dit dans la presse, etc., tue beaucoup moins. Nous, le taux de mortalité de ce variant, sur nous, les données auxquelles on a eu accès, est de 0,6%, et celui de l'assistance publique est de 0,8%, contre plus de 3% pour les variants précédents. Chez les non-vaccinés, hein, d'accord ? C'est un premier point. La maladie est moins mortelle. Je pourrais vous expliquer, si un jour la science vous intéresse, je vous expliquerai comment ça se passe. La deuxième chose... Ça nous intéresse. Si on est là, c'est que ça nous intéresse. La deuxième chose, je pourrais vous expliquer pourquoi ça diminue. Mais la deuxième chose, c'est que les gens qui meurent, je l'ai dit, les gens qui meurent auraient dû être vaccinés. Parce que la population qui est morte, c'est la population dont on sait qu'elle meurt. La population à risque. C'est la population à risque. Et ça... Pour moi, je l'ai dit, c'est une véritable priorité de santé publique, c'est d'y aller, et d'y aller, y compris individuellement. Mais des études montrent aussi, par exemple, que la vaccination massive, y compris jusqu'aux plus jeunes, a permis d'éviter 50 000 morts. Non, mais après, c'est des modèles. Honnêtement, regardez, vous savez d'abord... C'est pas rien. Non, mais c'est vous qui dites que ça a évité 50 000 morts. C'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait l'étude. Non, mais c'est les gens qui font des modèles. Moi, je crois jamais aux modèles. C'est pas. Sauf les vôtres. Pas plus. Moi, je fais pas plus de modèles que les autres. Je crois pas aux modèles. Bon. C'est des spéculations en considérant qu'on connaît tous les éléments de données. C'est un fantasme. Mais regardez, il y a des pays, les premiers pays qui ont eu les taux de couverture les plus importants sont ceux qui ont vécu les épisodes épidémiques les plus importants. Ce que vous dites est vrai en France. Il y a eu à peu près 65% du pic maximum de ce qu'on avait eu. Si vous regardez en Islande, le pic a été plus important avec le variant alors qu'ils avaient une couverture vaccinale supérieure à la nôtre. Vous regardez en Israël, le pic a été absolument extraordinaire. Donc tout ça, c'est le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire moi je sais le faire aussi, si je veux je prends juste une donnée, de celle-là je la manipule, et puis quand on voit qu'elle est fausse, je passe à une autre donnée en disant non mais celle-là elle est vraie, mais tout ça c'est pas de la science, c'est de la communication. Et moi je fais pas de la communication, je fais de la science. La science, vous dites donc, on vaccine les personnes à risque, c'est tout ? Non, il y a un taux de protection sur lequel à peu près, enfin les gens qui ont travaillé en analysant les données, nous on a les mêmes. Il y a un taux de protection vis-à-vis de ce variant-là qui est de l'ordre de 50 à 60%. C'est-à-dire que ça diminue le risque d'infection de 50 à 60%. C'est à peu près
ce que l'on a sur ce vaccin, comme ce qu'on avait sur Les AstraZeneca. risques d'infection, mais pour ce qui concerne les cas graves, le Et plus important. encore une fois, vous allez me répéter la même chose, je vais vous répéter la même chose. Les cas graves, dans cette maladie, la mortalité est très inférieure, et les cas graves sont très très inférieurs à ce que l'on voit. Et je suis très content parce que ces données-là, je les ai eues aujourd'hui, vous voyez, il y a les miennes, et puis tout le monde peut toujours soupçonner que je cache les morts ou je fais je ne sais quoi, mais c'est celle brute de toute l'assistance publique. On regarde, voilà, combien il y a de malades diagnostiqués, là, depuis, on sait depuis quand il y a le variant Delta, combien il y a de gens qui sont morts, et après, on ne peut pas dire à la fois il y a moins de gens vaccinés infectés, c'est vrai, et dire il y a moins de morts, mais c'est à cause du vaccin. Non, il y a moins de morts, et il y a moins de gens infectés, vaccinés, donc je vous le dis, je le répète, je pense que ce vaccin est protecteur, il protège à peu près 50 ou 60% des infections, et que les gens qui sont infectés, qu'ils soient vaccinés ou qu'ils ne soient pas vaccinés, et qui font partie des groupes à risque, sont des gens qui risquent de mourir et qu'il faut surveiller, vacciner, il faut vérifier leur sérologie, il faut se concentrer sur la population la plus fragile. Donc je dis la même chose, je répète la même chose, et je ne vois pas ce qu'il y a d'incompréhensible dans ce que je dis. Bon, du coup, vous n'êtes toujours pas vacciné. Ça ne vous regarde toujours pas. Non, mais vous savez, moi je suis pour le secret médical. Il y a deux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec l'évolution des mœurs actuelles. Je pense qu'il faut retourner à la médecine, c'est les médecins qui doivent prescrire, c'est les médecins qui doivent examiner les gens, c'est les médecins qui doivent conseiller les gens, d'une part, et d'autre part, je suis pour le secret professionnel et je ne le trahis jamais. Je ne peux pas vous dire le nombre de gens que j'ai traités dans ce pays. J'entends votre argument. Et qui sont célèbres. Je ne vous le dis pas. J'entends Voilà. votre argument, bien sûr. J'entends votre argument. Mais on est à une époque où les ministres se font vacciner en direct à la télévision. Oui, mais eux. Donc vous voyez ce que je veux dire. On est, non, mais eux on est dans un autre, univers. Vous voulez que je vous dise? Écoutez, je ne veux pas préjuger de l'avenir parce que je ne le fais jamais. Mais j'ai écrit un livre sur les vaccins. La prochaine fois, quand vous viendrez me voir, ils sont en train de le rééditer, vous le lirez, vous verrez ce que j'ai à dire. Quand les vaccins, la défiance vis-à-vis des vaccins a pratiquement toujours été liée à des prises de position politiques. Toujours. Ce n'est pas les gens spontanément. La défiance sur les vaccins, la première grande... Moi, je peux vous dire, quand même, la première fois que j'ai fait un dossier politique, c'est pour faire rembourser le vaccin contre l'hépatite B et le vaccin contre l'hémophilus. C'était en 1993. La première vraie panique sur les vaccins dans ce pays, c'est Kouchner, qui l'a mis quand il a arrêté la vaccination sur l'hépatite B, parce que quelqu'un disait que ça donnait sclérose en plaques. C'est là qu'a commencé la grande défiance. Moi, ce que vous me dites, je l'ai déjà vu, et j'ai eu l'occasion d'interroger les gens, parce que notre ministre de la Culture était ministre de la Santé à l'époque, et elle avait fait la grande démonstration de se piquer en public. Moi, j'ai demandé aux gens, à mes étudiants, j'ai dit, écoutez, qui vous croyez? Est-ce que ça vous incite à vous faire vacciner, d'avoir vu Mme Bachelot se faire vacciner en public? Ou est-ce que vous allez demander à votre médecin si vous devez ou pas vous demander de vous vacciner? Et depuis cette immense campagne sur H1N1, je vais vous dire, nous, avec mon collègue Michel Dancourt, de ça peut-être qu'à la fin vous comprendrez ma position vis-à-vis de la vaccination, on a introduit dans ce CHU d'aller vacciner le personnel en allant à sa rencontre. On allait voir tout le personnel pour la grippe, d'accord? Parce que vous verrez, si vous lisez mon livre, que je suis pour la recommandation d'obligation vaccinale pour la grippe pour le personnel soignant. Donc c'est pas nouveau. Donc on allait les voir, on allait essayer de les convaincre et on notait chaque année. Eh bien, le plus grand désastre qui soit arrivé, c'est après l'épidémie de H1N1 dans lequel on a fait un désastre politique autour de la vaccination. Et le taux de vaccination du personnel de soins a été divisé par 2 l'année suivante. Donc, il faut faire attention. Les gens, spontanément, ont confiance en des choses simples. Si on leur dit, écoutez, il y a une maladie, que leur médecin leur dit, écoutez, vous avez un bénéfice à ne pas l'attraper, en plus, vous risquez de transmettre ça à vos malades, faites-vous vacciner. Je vous signale que, d'ailleurs, le nouveau directeur, quand il est arrivé, m'a dit, écoutez, parce que tout le monde me ressort ce truc, je sais pas, les gens sont sourds, en me demandant, vous ne voulez pas le répéter encore une fois, que vous êtes pour la vaccination contre les soignants, parce que les gens disent non. Je dis, si vous voulez, j'ai fait un tweet qui a été lu par des centaines de milliers de personnes. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire pour que les gens comprennent ce que je dis. C'est infernal. Comme je vous le disais, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une médiatisation de sa propre vaccination que je me permets de vous poser cette question. Et du coup, non, mais même si j'entends votre argument, je comprends votre argument. S'il montre ses fesses, je ne vais pas montrer les miennes. Enfin, il fait un peu ce qu'il veut. Enfin, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de montrer son épaule. Mais en l'occurrence, non, mais il fait ce qu'il veut. Le fait que vous ne répondiez pas à cette question, ce que je respecte tout à fait, entretient aussi un doute. Non, mais écoutez, si vous voulez savoir si je peux aller à l'hôpital,
La réponse est je peux aller à l'hôpital. Donc j'ai un pass sanitaire. Ça veut dire que j'obéis à la loi, j'ai un pass sanitaire. Ouais. Après, comment et pourquoi j'ai ce pass sanitaire, ça ne vous regarde pas. Vous me posez des questions intimes. Vous voulez que je vous demande, moi, si vous avez attrapé une blénorragie dans votre vie? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces manières c'est incroyablement intrusif de demander aux Je gens ne vous poserai des pas choses cette sur la question, santé. professeur. Si, mais vous me posez la Je ne question. vous poserai pas cette question si aujourd'hui, je me répète une troisième fois, il n'y avait pas, comme je vous le disais, une médiatisation de cette question précisément. C'est pour ça que je me permets de vous la poser. Sinon, vous avez raison, on est dans le secret médical et Non, on n'a pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu un débat public. Et vous le savez bien. Non, mais vous n'entendez êtes pas. un personnage. Vous disiez à l'instant, il faut des choses simples. Vous diriez, je suis le professeur Raoult, je suis un grand scientifique selon Emmanuel Macron, et je suis vacciné. Je vous assure, c'est une chose simple. Écoutez, moi, je vous dis une chose. Le simulacre ou la démonstration de Roselyne Bachelot en public a entraîné, moi, dans mon hôpital, la diminution par 2 de la vaccination. Alors, parce que ça n'est pas la question. Alors, bon, il faut qu'on arrive quand même aux choses qui fâchent, là, maintenant. Parce que pour l'instant, c'était gentil. Ah oui. on arrive à la deuxième mi-temps. Les déclarations de Jean-Luc Jouve. Non, mais je ne commente jamais les réflexions des autres. Je ne le fais pas. Bon, alors. Je le fais pas. Je le prends à mon compte, alors. Non, mais je ne réponds pas à ça. Vous qui connaissez bien Marseille, professeur Raoult, est-il exact qu'il y a un déficit de vaccination dans cette ville par rapport à la moyenne nationale? Écoutez, alors ça, je ne connais pas les chiffres et je n'ai pas de moyens de les contrôler, j'en sais rien du tout. Je ne suis pas sûr quand les gens disent écoutez, les quartiers nord ne sont pas vaccinés, je pense que c'est très. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment ils le savent. 30% dans les quartiers nord. Et dans le 93, c'est combien? Pas beaucoup plus. Donc c'est pas moi le 93 aussi, quand même, si? C'est moi le 93? Non. Alors pourquoi vous venez m'ennuyer avec Marseille et les quartiers nord? Ils font un peu ce qu'ils veulent, ils écoutent qui ils veulent. La question. Ce que je veux vous dire, pardon. Moi, ce que je voudrais vous dire. C'est que c'est grave comme accusation. Non. Après, vous pouvez me dire, je ne commande pas. Mais on ne vous accuse pas d'être. Voilà, on vous accuse clairement. Un monsieur, clairement, Jean-Luc Jouve en l'occurrence, dit le professeur Raoult est responsable par ses déclarations du fait que les gens ne soient pas vaccinés et donc du coup que les gens sont malades. C'est quand même pas rien. Non mais écoutez, si je lui laisse ces déclarations. Je dis aux uns et aux autres qu'il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment j'en ai assez. Puis je finis par porter plainte et puis il y en a une qui vient de se retrouver là en correctionnel et puis il va y avoir d'autres qui vont se retrouver en correctionnel. Il faut faire attention à pas manier des affirmations de cette nature-là. Personnel, parce que ça se poursuit, ça, et qu'il faut faire attention. Hein. Tant qu'on dit qu'il faut faire très attention à ça. Donc là aussi, je pense qu'il faut que les gens retrouvent leur bon sens et leur calme. Leur cortex, là, c'est sous-cortical, là, ce qui se passe. Donc leur cortex, vous voyez, qui se calme, et que, encore une fois, ils reviennent à un niveau normal. Mais vous voyez quelque chose qui est beaucoup plus important que le simulacre de la vaccination. Je vous le dis, dans le service que je dirigeais jusqu'au 1er septembre, le taux de vaccination est de 89,5%, qui est un des plus élevés de toute l'assistance publique, en tout cas plus élevé que celui du service de M. Jouve. Beaucoup plus élevé que celui du service de M. Jouve. Vous devriez demander pourquoi dans son service on ne se vaccine pas quand même. C'est ma faute aussi. On va lui poser la question. Comme chez moi, chez moi, ils sont vaccinés. Mais si j'ai bien compris, vous n'excluez pas de porter plainte? Je verrai, je trouve, si les gens se calment, si vous voulez, encore une fois, je sais que les gens peuvent perdre leur nerf, s'exciter, s'irriter, ou s'imaginer plus puissants qu'ils ne sont. Il faut se méfier parce que, encore une fois, moi je suis indulgent, c'est ma nature. Au bout d'un moment, si on insiste trop, il faut faire attention. Il faut qu'il prenne un conseil pour savoir s'il peut dire des choses comme ça. Hein. Il faut faire attention. C'est des propos qui sont diffamatoires. Hein. Je ne les connaissais pas, vous me les apprenez, mais ce sont des propos diffamatoires. Vous n'aviez pas entendu parler de ces propos? Si, on parle que de ça depuis un mois. Ah mais dans votre monde, pas dans le mien. Dans le mien, moi, je parle de science. Ce que les gens racontent à droite et à gauche, je m'en fiche. À propos, tiens, de clarification, vous avez dit le vaccin est une arme comme les autres, pas une baguette magique. C'est vrai. Vous confirmez? C'est ce que vous voyez, non? Ouais. Non, mais le problème, c'est que c'est cette espèce. Ce qui est difficile, et ce n'est pas du tout un reproche, en l'occurrence. Dans votre métier, vous faites une information par jour, donc vous glissez d'un problème à un autre. Mais enfin, globalement, si c'était une baguette magique, les pays qui ont été le plus vaccinés au monde n'auraient pas eu une épidémie de cette nature. Comment expliquez-vous ce qui se passe aux Antilles, alors?
Je ne sais pas, non, j'en sais rien du tout. C'est quand même étonnant. Voilà, des territoires, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin notamment, donc, qui ont un taux de vaccination d'environ 30%, et la 4e vague a été une tragédie. Non mais encore une fois... Est-ce que c'est... Non mais encore une fois, c'est parce que, si vous voulez, il y a 212 pays, vous pouvez prendre, moi je sais ça, j'ai même fait un tour de carte en direct, si vous voulez, pour dire, à la fin, je vous ferai dire exactement ce que je veux. Vous savez, vous pouvez prendre un pays qui dit une chose, un pays qui dit le contraire. Les courbes épidémiques de cette maladie sont extrêmement complexes et varient d'un pays à l'autre. Moi, je me souviens, y compris nous, on faisait des statistiques l'été 2020 sur la gestion des épidémies en fonction des pays. Et puis des pays où il n'y avait pas eu du tout d'épidémie, de première vague épidémique, sont retrouvés avec des épidémies absolument considérables dans les autres vagues. Et ce n'était pas du tout la qualité de leur gestion. Donc là, selon vous, ce qui se passe aux Antilles n'est pas lié à la vaccination? Alors je ne sais pas si c'est lié à la vaccination ou pas. Encore une fois, les chiffres sont quand même non, éloquents. Non, mais c'est d'une part, moi, je parle que des choses que je connais. Je ne connais pas suffisamment la situation pour vous en parler. Il y a des choses que je connais parce que je les regarde, parce que c'était des archétypes, et que je l'ai dit, et puis j'ai répété. J'ai dit, écoutez, c'est très bien, il y a des pays qui prennent l'initiative de vacciner massivement les premiers, on va voir ce qui se passe. Les 3 pays qui ont vacciné massivement, ça a été Israël, l'Angleterre et l'Islande. Bon, on ne peut pas dire que, si vous voulez, ce soit une baguette magique. Dedans, très bien, les choses ont évolué. Encore une fois, si vous cherchez à savoir pourquoi ça s'éteint, une fois, quand vous voudrez parler, ou j'expliquerai sur ma chaîne dans laquelle je parle de science, là, je vous expliquerai comment ça se passe. Parce que je le sais depuis peu de temps, mais je vous expliquerai comment ça passe avec l'accumulation de milliers de données qu'on a ici. On commence à comprendre pourquoi il y a un pic, pourquoi ça diminue. Il y a une autre chose pour laquelle je suis attentif et sceptique, parce que c'est ma nature d'être sceptique. Cette maladie est une zoonose. Voilà, c'est une zoonose. C'est une maladie qui infecte les animaux, énormément d'animaux. Énormément. On a beaucoup négligé, d'ailleurs, en France, la source de la plus grande épidémie qu'on a eue depuis cet été, dont nous, on voit la trace dans l'élevage de visons d'Eure-et-Loir. Je pense que c'est parti de là. Des élevages de visons, il y en a partout dans le monde, et tous les mustélidés, c'est-à-dire tous les rongeurs carnivores, sont sensibles à ça. Quand les gens testent dans les zoos, ils sont terrifiés. Nous, on vient de rapporter le premier cas français chez un chien. On a vu que 10% des chiens avaient été infectés par ça. Et donc, si vous voulez, la possibilité d'éradiquer une zoonose en ne vaccinant que les humains est modeste. Donc, ces éléments sont des éléments scientifiques. C'est pas, ça ne veut pas dire, encore une fois, comme pour la grippe, j'étais un des plus, je suis toujours un des plus fervents partisans de la grippe, à la fois chez les tout-petits, parce que ce sont les vecteurs et qu'il y a des morts chez les enfants, de vaccins contre la grippe, que chez le reste de la population et chez le personnel soignant. Je n'ai pas d'ambiguïté du tout. Mais je ne crois pas du tout qu'on va éradiquer la grippe avec le vaccin. Je ne le crois pas. Voilà. Je crois qu'on arrivera à avoir moins de grippe, qu'on arrivera à avoir moins de morts, et que c'est ça l'objectif. Ouais. Alors, professeur... C'est gênant d'être raisonnable, je vous assure. On est dans un monde dans lequel c'est très difficile d'être raisonnable. Ce que vous appelez raisonnable, c'est d'être d'accord avec ce que disent les gens. Moi, je n'ai pas de raison d'être d'accord. J'analyse les choses. Et ce que j'analyse, ça m'amène à des conclusions. Ça fait quand même 40 ans que je travaille sur les maladies infectieuses. Et la première fois, je vous dis une fois que je me suis mêlé de politique, c'est pour faire rembourser les vaccins, quand même. Alors justement, professeur Raoult, vous voyez, vous me tendez une perche, en quelque sorte. Relayer le fameux texte publié par François et signé du médecin résistant, comme vous l'avez fait sur les réseaux sociaux, est-ce bien raisonnable? Qui c'était, le médecin résistant, je vois. Vous avez retweeté, ce n'est pas vous, la fameuse tribune, le fameux texte, signé anonymement donc, du médecin résistant, sur le site de François, en expliquant que ce texte résumait très bien la situation de cette crise sanitaire. Dans cette crise sanitaire. Tout vous dire, je n'en suis toujours pas revenu. Dans cette crise sanitaire, quand même, ce qui me gêne, si vous voulez, depuis le début, justement, c'est la perception que vous en avez. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les bons, de l'autre côté, il y a les mauvais. Moi, je ne crois pas ça, parce que d'abord, c'est pas ma nature, et c'est pas ce que je sais. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. Pas du tout.
Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la connaissance. Pensez ce que vous voulez, mais je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. Juste sur ce fait précisément, lorsque vous écrivez sur votre compte Twitter, je ne sais pas si c'est vous ou votre community manager qui dit ah, voilà un article qui résume très bien la situation, j'ai plutôt le sentiment que vous estimez, après l'avoir lu, que c'est un texte qui relaie rejoint votre pensée. Ce qui rejoint ma pensée, c'est que l'analyse de la connaissance est toujours contradictoire. Et ce que je vois, c'est que dans cette crise, il n'y a plus d'analyse contradictoire. Et c'est un véritable problème. Je vous le dis, moi, à un moment, j'ai fait présenter chez moi, parce que chez nous, tout le monde présente, des gens qui étaient en charge de la surveillance sur l'efficacité vaccinale. Je ne sais pas quel vaccin, mais enfin, les gens peuvent le retrouver. Quand, au niveau national, la collecte des infections chez les gens vaccinés amenait un chiffre de 7, nous en avions, nous, déjà 70. Donc, il y a, de la même manière que dans un autre épisode, qui est celui de la chloroquine, le relais d'un fantasme absolu qu'on a appelé le Lancetgate, qui était d'ailleurs pas du tout randomisé, alors qu'on passe tout le temps à nous bassiner avec des randomisés, mais l'étude observationnelle inventée entièrement, n'a pas été contredite. Les gens ne sont pas arrivés en disant « écoutez, on a fait des bêtises, on a arrêté tous les essais thérapeutiques en cours à cause d'une bêtise ». Ça n'est pas arrivé. Donc nous ne sommes plus dans une situation de tension dans laquelle il n'y a plus de débat contradictoire qui est la base de la connaissance. Et ça, effectivement, tant qu'il y a... Vous croyez... Il y a une différence, si vous me permettez, il y a une différence entre le débat contradictoire qu'on peut trouver très sain, en effet, y compris dans une période un peu sensible comme celle que nous traversons, et puis le relais de théories complotistes les plus bas de plafond qu'on ait lues depuis très longtemps. Et je m'étonne que quelqu'un comme vous se fasse le relais de ces choses-là. Je vous le dis très franchement. Je me demande même si vous l'avez lu, professeur Raoult. Je me fais le relais de rien du tout. Et si vous avez relayé en disant, je le retweet, et je dis, c'est bien expliqué. Je trouve que pour vous dire la vérité, ça me choque beaucoup moins que le Lancetgate. Chacun a son problème. Ah. Ça n'a rien à voir. On peut faire le palmarès des scandales, si vous voulez. Mais les scandales d'interprétation, c'est une chose. Les scandales de données, c'en est une autre. Honnêtement, professeur Raoult, pardonnez-moi de vous reposer la question. Ouais. Vous aviez vraiment lu ce texte ? Ou est-ce que quelqu'un l'a relayé pour vous ? Je ne peux pas croire que vous ayez vous-même en tête l'idée que nous subissions, je lis le texte sous les yeux, un lavage de cerveau qui rappelle Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Écoutez, que vous soyez un courageux résistant à l'oppression. Écoutez, je vais vous dire une chose. Et ce n'est que le début. Je sais pas. Parce qu'après, tout ça est comparé, le gouvernement est comparé à celui de Vichy dans la tribune, au cas où vous ne l'ayez pas lu encore une fois. Écoutez, encore une fois, moi je suis pour l'expression contradictoire. Je vais vous dire une chose. Alors, comme ça, vous pourrez dire, je vais vous dire une chose qui est très intéressante, vous voyez. Et vous êtes dedans. Moi, j'ai dit à plusieurs reprises, j'ai été très inspiré dans ma vie par Hannah Arendt. Et je vous conseille de la lire. Et si vous croyez l'avoir lue, vous devriez la relire. Parce que je vais vous expliquer ce que c'est que le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est pas la loi. C'est pas d'appliquer la loi. Moi, j'applique la loi. C'est qu'il faut appliquer la loi. Il faut dire que vous êtes d'accord avec la loi, publiquement. Et il faut se convaincre soi-même qu'on est d'accord avec la loi. Ça, c'est la définition du totalitarisme. Je ne suis pas totalitaire. Voilà, vous avez compris ? Oui. Et je peux vous dire, je peux vous dire, des raisons du conflit avec Jean-Luc Jouve et avec le directeur, c'est qu'il voulait me faire signer un texte qui est un texte d'approbation. Et ça, c'est du totalitarisme. Je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne vais pas contre la loi. Je pense un peu ce que je veux, d'accord ? Et je manifeste mon accord sur des mesures générales quand je pense que ces mesures générales vont dans le sens d'une connaissance que je comprends. Je ne peux pas vous dire plus. Donc, et d'exiger que non seulement on applique la loi, mais qu'on l'approuve publiquement
vous savez, c'est la définition même. Il faut que vous relisiez ce que c'est que le totalitarisme. C'est ça. Oui, ça. Mais encore une fois... C'est ça. Non, mais il faut réfléchir. Hein. Encore une fois, oui, écoutez, je réfléchis notamment en lisant ce texte qui se termine par « Un procès devra se tenir, la veuve s'impatiente ». La veuve qui est évidemment... Je sais pas qui c'est. Oui, écoutez, c'est la guillotine, c'est simple. Ah, ouais. Bon. Ah oui, je sais pas. Écoutez, on peut chacun avoir sa définition du totalitarisme. Je suis pas sûr qu'Hannah Arendt aurait signé ce texte. J'en suis même persuadé. Et surtout, pourquoi j'insiste à ce point sur ce texte? Et je dis ça aussi à ceux qui nous suivent ce matin et qui nous regardent. Parce que c'est notamment parce que vous avez relayé ce texte que vous êtes devenu, malgré vous, je ne sais pas, je vais vous poser la question, le nouveau héros des antivax, des antipasses sanitaires, au point que, au moment où nous nous parlons, professeurs, ils sont en train de manifester, ou plutôt de vous apporter un soutien bruyant et massif, ici à Marseille, devant l'IHU. Non, mais vous savez, encore une fois, moi j'ai eu l'occasion de le dire, et puis je continue à le dire, chacun de vous a une obsession ancrée en lui. Il y en a qui sont ancrés dans l'obsession du fait que ça va être l'extrême droite qui va me soutenir. Moi, j'ai dû rappeler ici que le syndicat Sud m'avait soutenu d'une manière tout à fait publique. Mes amis, que ce soit Jean-Claude Gaudin, Renaud Mugelier, je sais pas, Geneviève Fioraso, enfin, Douce Blazy, me paraissent n'être ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Je ne vous ai pas parlé de politique. Tout ça, non mais tout ça. Après, la plupart des gens, et je comprends bien que quand on donne des messages simples, c'est difficile de ne pas être binaire. Les gens ont des visions binaires. J'y peux rien, je ne vais pas les changer. Mais si vous imaginez qu'en particulier à Marseille, ma popularité vient du fait de ce que j'en vois sur mes tweets, vous faites des illusions. Ma popularité vient du fait qu'on s'est occupé des gens. Voilà, on s'occupe des gens. Et puis vous savez, moi, ça fait si longtemps que je m'occupe des gens que les gens me connaissent. Vous savez. Donc je m'occupe des gens. J'ai toujours pensé qu'il faut les soigner, il faut s'en occuper. Je me demande simplement comment on réagit lorsqu'il y a un rassemblement en bas de chez soi, enfin en bas de votre IHU, pour vous soutenir à l'appel d'antivax et d'antipass sanitaire. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Écoutez, je ne sais pas. Vous êtes au courant? Je sais qu'il y a une manifestation. Je ne sais pas comment vous répétez. Je ne regarde pas la télévision, je n'écoute pas la radio, je ne lis pas les journaux. De temps en temps, je vois qu'il y a des manifestants, ici ou ailleurs. C'est pas mon problème. Et encore une fois, je ne crois pas que ce soit... je pense qu'un certain nombre de maladresses se sont commises à mon égard et que les gens sont irrités de cette maladresse. Par exemple, vous pensez à quoi? Non, mais c'est pas... Je pense que d'aller faire un article dans Le Monde en disant on va se débarrasser de Didier Raoult, c'est pas une position raisonnable. On fait pas ça. On discute avec les gens, on leur dit comment voulez-vous... Entre gens bien élevés, il y a des institutions, il y a des règles de fonctionnement qui sont définies par la loi, on les respecte. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc le fait d'aller faire des tribunes dans Le Monde pour dire on veut la peau de Didier Raoult, vous imaginez pas quand même que les gens ici vont aimer. Enfin, donc ça, vous ne le pardonnerez pas? C'est pas une question, j'ai des capacités de pardon qui sont très larges. C'est pas une question. Ça ne se fait pas. Il y a des choses qui ne se font pas, et en particulier l'appel à la presse pour se débarrasser des gens, ça ne se fait pas. Voilà. C'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est ce que je crois, ça ne se fait pas. Voilà. Tout comme on peut dire que menacer des médecins, menacer de mort des médecins, ça ne se fait pas non plus. Moi, j'ai menacé de mort des médecins. Pas vous, mais il y a aujourd'hui des gens comme Karine Lacombe, comme Jérôme Marty, comme Attendez, mais le premier qui était menacé de mort dans toute cette crise, c'est moi, je vous signale. Je signale que j'ai fait condamner celui qui m'a fait menacer de mort, quand même. Donc, n'inversons pas les choses. Ouais, n'inversons pas les choses. Si les gens... moi, je ne regarde pas la plupart des messages qu'ils font, et quand j'ai des messages désagréables sur mes mails, je les mets indésirables, et comme ça, les gens peuvent continuer à m'envoyer des messages. Ça m'indiffère. Parce que c'était aussi l'objet, évidemment, de cette fameuse tribune dont je parlais à l'instant dans François. Donc ces fameux médecins, vos confrères, consoeurs, disent qu'ils sont très inquiets d'être menacés, même physiquement. Le docteur Jérôme Marty dit il va y avoir un drame, il va y avoir un passage à l'acte. La tension est tellement forte aujourd'hui dans le pays. Moi, je suggère, si vous voulez, je suggère ça
J'ai eu l'occasion de le dire, d'ailleurs. Je trouve, moi aussi, que le niveau de tension qui a été développé dans cette maladie et sur lequel il y a trop de surenchérissement est dangereux. Je crois que c'est dangereux. Profondément, je crois que c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux. Vous n'y avez pas un peu contribué? Non, écoutez, arrêtez de parler de science et de communiquer sur la science. Ça n'a rien à voir avec le fait de menacer les gens ou de... Attendez, vous savez le nombre de fois où j'ai tâté tous les noms sur vos plateaux. Enfin, c'est inouï. C'est inouï. Quand ça a fini par dépasser les bornes, j'ai fini par dire non mais attendez, vous dépassez les bornes. Sinon, moi j'ai même dit au Conseil de l'ordre, vous devriez rappeler à l'ordre, vous savez, on n'a pas le droit de médire. Son principe, c'est ça, la confraternité. On n'a pas le droit d'insulter en public un médecin en donnant son nom, on n'a pas le droit. Moi je ne sais pas combien de personnes m'ont insulté, mais c'est quelque chose d'inouï. Attendez, c'est amusant, encore une fois, c'est intéressant de discuter avec vous, mais c'est surréaliste. Ça fait 1 an et demi que tout le monde m'insulte sur tous les plateaux de télévision. Je n'ai jamais insulté personne, je n'ai jamais menacé personne. Jamais. Professeur, et encore une fois, je vous le dis, c'est contre-productif de menacer les gens. Si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, je vais vous donner un conseil. Souvenez-vous, je suis un vieux sage, ne le menacez jamais. Vous êtes un vieux sage, mais vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus. Non, je suis un vieux sage, mais je peux vous dire, justement, je ne suis pas un enfant de cœur. Si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, ne le menacez pas avant de le faire. C'est une mauvaise idée. Si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, donc je ne menace pas, ça ne fait pas partie de mes règles. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs... Et d'ailleurs, parce que je m'en fiche en réalité. Ouais. Aujourd'hui, quels sont d'ailleurs vos regrets depuis le début de cette crise sanitaire? Est-ce que... Ah non, moi, je n'ai pas de... vous savez, alors, vous non plus, vous intéressez pas beaucoup à ce qu'on fait pour de bon. Mais ce qu'on fait pour de bon, c'est qu'on a testé, on a fait 800 000 tests. Il y a 320 000 personnes qu'on a testées, dont 220 000 sont venues ici à l'IHU pour se faire tester. Mm-hmm. On a fait le diagnostic chez 51 000 personnes. On a testé 34 000. On a commencé à faire des génomes dans ce pays. Là aussi, peut-être qu'il ne fallait pas dire qu'il y avait des variants. C'était devenu un point ridicule. Vous ne vous intéressez pas aux mêmes choses que moi. Vous savez, quand je dis, vous savez, les variants. Les variants, le journal Nature a commencé à parler des variants dont nous parlions, nous, en juillet 2020, en juillet 2021. D'accord ? 1 an après. D'accord ? Quand je parlais des variants, vous aviez quand même un virologue, le ministère de la Santé, qui disait que les variants n'existent pas. Ce qui, pour les virus à ARN, est vraiment une énorme surprise, parce que moi, j'enseigne ça en 2e année, quand même. Donc, depuis 30 ans, j'enseigne ça, quand même. Donc, un peu plus que ça. Je suis professeur depuis 32 ans. Donc, et j'avais commencé avant. Donc, si vous voulez, je suis surpris que les gens ne sachent pas que ça passe son temps à muter, les virus à ARN. En plus de ça... Il y aura combien de variants encore, d'ailleurs? Vous avez une idée? Enfin, je veux dire, ça va continuer combien de temps, cette affaire? Je ne sais pas. Il y a une chose qu'on voit qui est très intéressante, qui est le contrôle des épidémies. En réalité, ça c'est une... Alors ça va être compliqué pour vous, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Il y a un conflit intellectuel... Calmement, je pense que je peux essayer de comprendre, vous savez. Je suis toujours calme, sauf si on est grossier avec moi. Personne ne l'a été ici, je crois. Non, pas du tout. Mais vous avez vu comment je suis aimable aussi. Je suis étonné, vous n'avez pas encore mis un terme à cet entretien en arrachant votre micro. Je me dis, vous êtes un peu fatigué aujourd'hui. Est-ce que j'ai l'air fatigué, franchement? Il y a une différence de perception très importante de cette maladie par les différents intervenants. Il y a les politiques au sens large qui pensent qu'une décision politique, et qui parfois sont pris, je les comprends parce que j'en ai vu beaucoup, qui se sentent un rôle de sauveur. Vraiment. Je respecte ça. Ils se sentent un devoir et un rôle de sauveur. Et ils pensent, non mais il faut absolument qu'ils fassent ça, parce que s'ils ne le font pas, ils vont... Et donc, il y a une emphase de leur rôle qui est très importante. Ils ont un rôle important, mais relatif, parce que c'est des maladies complexes et d'écosystèmes. Il y a eu beaucoup de conseillers qui sont dedans, j'ai parmi mes meilleurs amis qui sont des immunologistes. Les immunologistes pensent, et ils ont pensé beaucoup avec ce virus, que le virus est un objet. D'accord ? Et donc, tout le principe, et vous voyez bien, le principe de la vaccination initiale, les raisons pour lesquelles j'avais des réticences, c'est que je ne crois pas que les virus soient des objets. C'est de dire, écoutez, on va prendre la partie qui est qui déclenche la plus grande réponse immunitaire,
on va la faire surexprimer plus que si on injectait le virus lui-même. Et ça va les protéger mieux que tout. Donc c'est un point de vue d'immunologiste. Ils ne sont pas bêtes. C'est leur point de vue. Pour eux, ils réagissent avec ça comme ils penseraient pour l'allergie. Vous voyez, c'est une cible unique. Et moi, je crois que les microbes sont vivants et qu'ils bougent tout le temps et qu'ils n'arrêtent pas de changer. Et donc, ces changements permanents expliquent que c'est pas du tout... Moi, je ne crois pas vraiment à l'immunité collective parce que simplement les virus changeront. Donc, je ne sais pas ce qui se passera. C'est pas ce qui se passe avec la grippe. Donc, je ne crois pas que l'épidémie actuelle soit contrôlée par l'immunité. Si vous voulez que je vous explique, je vais essayer, mais c'est compliqué. Je vous explique pourquoi. Allez-y, allez-y. Vous voyez, ça c'est le virus que je connais le mieux, et celui-là, j'ai pu le suivre depuis le début parce qu'il est né en France. Celui-là, c'est celui qui est né des élevages de visons. Vous voyez, le nombre de barres, là, c'est le nombre de génomes qu'on a fait. Et vous voyez, il y en a de moins en moins. Et vous savez, ce qu'il y a en bas, c'est le nombre de mutations qui sont apparues. Et donc, les mutations s'accumulent parce qu'il ne sait pas faire autrement. Il ne sait pas les curer, les mutations. Et quand il a réalisé trop de mutations, il n'arrive plus à être virulent et il disparaît. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec l'immunité du tout. C'est le génie viral. L'espoir, c'est que de lui-même, ce virus... Chaque variant a eu cette histoire-là. Ouais. Chaque variant. Donc si vous regardez, c'est une des raisons pour lesquelles je ne croyais pas à cette histoire de rebond, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Mais en revanche, qu'il y ait un variant qui arrive et qui s'impose, ça a un sens. La raison pour laquelle il se chevauche de temps en temps est très curieuse et probablement liée à la baisse de la virulence, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une baisse de la virulence qui se fasse au fur et à mesure que les variants arrivent. Ils sont de plus en plus contagieux et de moins en moins virulents. D'accord ? Et si vous voulez avoir un exemple, regardez sur Wikipédia, vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé avec la myxomatose, parce que c'est un exemple extraordinaire, ouais, que quelque chose qui tuait pratiquement 100% des lapins, et petit à petit, c'est pas le vaccin, c'est petit à petit, il a perdu sa virulence en mutant. Les formes qui sont apparues étaient de moins en moins virulentes. Et on parle de moyen terme, de long terme, c'est quoi ? On parle d'années, c'est quoi le... Ah non, mais, on ne sait pas. Non, mais, non, mais je vous pose... Bien qu'on soit à côté de Nostradamus, il n'y a pas de réponse à cette question-là. Non. Encore une fois, là, pour la première fois, vraiment, c'est pas depuis longtemps, parce que c'est la première fois que j'en parle, sous mes yeux, je vois ce qui se passe. Mais encore une fois, avec de la science, pas avec de l'émotion, pas avec on a raison de faire ci, le vaccin ici, le vaccin là, ce qui n'est pas mon problème, d'accord ? Je regarde ce qui se passe et je vois ce qui se passe avec le virus que j'ai le mieux étudié de cette épidémie multiple. Et donc, on est en train de regarder pour tous les autres virus comment ça se passe. Et effectivement, il est possible que la capacité, on a l'impression que la capacité de variation de ce virus chez l'homme au moins, soit limité, c'est ça. Ce qui est une chose. Et la chose actuellement sur laquelle, vraiment, si j'ai un message à vous faire passer, qui passera ou qui ne passera pas, mais qui, en tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut avoir un intérêt extraordinairement important sur les personnes à risque. Parce que les gens qui meurent actuellement, ils ont la même moyenne d'âge de 80 ans. D'accord ? Donc, c'est les grands obèses et les gens qui ont les anomalies génétiques, en particulier les trisomie 21. Il faut y faire extraordinairement attention. Il faut qu'il y ait une démarche auprès d'eux. Ça n'est pas normal qu'il y ait des gens, dans la situation actuelle, qui ne soient pas vaccinés, qui doivent être dans cette partie-là. Il y a encore 10-15% de gens de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Il faut s'en occuper. C'est extraordinairement important. Il faut voir s'ils ont des anticorps, s'ils n'ont pas d'anticorps, il faut les revacciner. Voilà. C'est pas que les anticorps sont entièrement prédictifs, mais enfin, c'est une indication. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, je vous assure, il faut regarder du côté des animaux pour savoir ce qui se passe. Parce qu'il y a là une possibilité de réservoir. Et pour ce que j'ai vu, la variabilité, alors c'est des données très préliminaires, la variabilité des virus chez les animaux est plus grande que chez les hommes. Et donc, c'est toujours la possibilité d'une source d'une nouvelle poussée épidémique, y compris avec des variants qui sont moins sensibles à l'immunité, aux variants que nous avons déjà eus. Professeur Raoult, 2 dernières questions. Une, d'ailleurs, qui est plutôt un complément de question sur la vaccination. On sait que certains patients ont déjà reçu
une troisième dose, qu'on appelle une dose de rappel. Ça vous paraît logique pour ces personnes qui sont, on le sait, soit des personnes très très âgées, des personnes qui ont des gros problèmes de santé, malades, cancer, etc. Est-ce que ça me paraît raisonnable, ouais. Vraiment, ça me paraît raisonnable. Tout comme pour les personnes de plus de 80 ans que vous citiez à l'instant, il faut envisager d'aller vers cette troisième dose. Et pour le reste de la population ? Encore une fois, pour le reste de la population, il faut commencer par respecter la loi. D'accord, nous sommes d'accord. Il faut respecter la loi. Pour les différentes populations et les différents vaccins utilisés, vous me permettrez de penser, bien que vous ne le pensiez pas, que la loi que nous prenons ici n'est pas nécessairement supérieure à la loi qui est prise en Hollande, en Suède, en Islande. D'accord ? C'est une loi, donc c'est un objet politique, ça n'est pas un objet scientifique. Et donc, chacun pense ce qu'il veut, exprime ce qu'il veut. Si le gouvernement décide que la vaccination est obligatoire, je dirais la vaccination est obligatoire, obéissez à la loi. Après, si vous me dites, est-ce que les Français ont une meilleure intuition de la stratégie vaccinale que les Hollandais ou que les Suédois ou que les Islandais, je n'en suis pas sûr. Voilà, c'est comme ça. C'est clair ce que je dis, oui. Extrêmement clair, extrêmement clair. Agnès, vous trouvez quoi que ce soit d'anti-vax là-dedans, je vous tire mon chapeau. Hein. Non, retirez votre tweet sur François et on sera bon. Donc vous voulez que je vous obéisse, moi ? Je vous assure, c'est simple. Vous dites, c'était une erreur. Mais je ne sais même pas de quoi il parle, pour dire la vérité. C'est bien ce que je pensais, vous n'avez jamais lu cette tribune. Vous n'avez jamais lu cette tribune de François. Écoutez, globalement, si vous voulez. Non, mais sincèrement, je préférerais que vous me disiez ça, parce que si vous me dites que vous adhérez à tout ce qui est écrit dans cette tribune, ça veut dire que vous êtes devenu un dangereux complotiste. Écoutez, non, mais j'ai jamais adhéré à quoi que ce soit, et en particulier, j'ai jamais adhéré à aucune tribune, à aucune manifestation, à aucun manifeste. Donc, je ne vais pas commencer maintenant. Ma dernière question. Agnès Buzyn a été ministre de la Santé jusqu'en mars 2020. Elle est convoquée par la Cour de justice de la République, qui est l'ancienne haute cour, donc c'est la seule juridiction qui est habilitée à juger des personnes qui étaient ou qui sont au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'en effet, selon vous, là je sais qu'on sort de votre domaine scientifique, mais les responsables, ce sera sans doute aussi le cas de son successeur Olivier Véran, peut-être même le Premier ministre, est-ce que selon vous, les responsables politiques qui ont eu à mener cette campagne sanitaire, cette stratégie sanitaire, doivent répondre de leurs actes devant la justice? Écoutez, ils doivent répondre. Écoutez, c'est la mesure de lutte contre l'hubris. Qui, je répète à chaque fois, je pense que nous ne sommes plus, en partie à cause de cette excitation générée par ces conversations qu'on a. Vous voyez, je passe mon temps à essayer d'être prudent, de ne pas mériter, sauf si vraiment on me manque de respect, ce que j'ai des difficultés à supporter. Il ne faut pas. Il y a une tentation terrible que moi j'ai vue chez un de mes amis, que j'ai vu comment ça se passait au ministère. Jean-François Mattei était mon collègue. Il y a un environnement dans ces ministères de gens qui sont un peu des courtisans, qui vous tiennent la porte. Et dedans, c'est facile de prendre et de croire qu'on est omnipotent, qu'on a tous les pouvoirs. Et il faut lutter radicalement contre ça. Vous savez, ils ont les gardes du corps, alors une fois sur deux, personne ne sait qui c'est. Ils ont le chauffeur, la voiture. Voyage avec le glam, peut-être un peu moins maintenant. Et donc, il ne faut pas se laisser prendre par ce sentiment d'être un être différent qui peut faire des choses que les autres, qui dépassent en réalité leur propre niveau de responsabilité. Il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir à ça. Et donc, moi, je suis un adepte de Montesquieu, je crois au contre-pouvoir, et donc je crois qu'il faut des contre-pouvoirs, et que le principe de la responsabilité est un principe essentiel. Donc après, moi je souhaite de malheur à personne, mais je pense que le principe de responsabilité est un principe essentiel. Donc ça ne vous choque pas qu'un ministre soit ensuite appelé à répondre devant la justice? Ce sont des plaintes qui ont été déposées, qui ont été retenues
par la Cour de justice de la République et qui ensuite donc, conduisent à cette convocation qui pourrait déboucher sur une mise en examen. Ça ne vous choque pas particulièrement. Au contraire. Non, mais je vous ai répondu. Moi, je crois à la séparation des pouvoirs, je le crois, et je crois à la responsabilité. Vous savez, et donc, si, encore une fois, c'est la preuve que vous vivez dans votre temps, mais vous savez, l'histoire est pleine d'exemples de cette nature-là. La responsabilité politique, c'est une responsabilité, c'est une vraie responsabilité. Oui, bien sûr, mais il y a aussi... on peut aussi dire que c'est une judiciarisation de notre vie publique. Non, mais la judiciarisation... Vous-même, vous pourriez vous retrouver, après tout... Oui, il y a des gens qui ont essayé. Inquiétés par la justice pour avoir... Il y a des gens qui ont essayé, pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Donc on verra bien. Mais attendez, la responsabilité, d'ailleurs, vous le voyez bien, vous ne m'avez pas contredit, vous ne m'avez jamais entendu dire, insulter les gens, vous ne m'avez pas entendu médire des gens, vous ne m'avez pas entendu, je ne médis pas de mes confrères, je n'insulte pas mes confrères, je ne menace pas les gens, et que donc, très bien, je me suis trouvé plutôt dans la situation opposée, et donc je ne vois pas bien, si quelqu'un me poursuit, il me poursuit, écoutez, on verra bien. Ouais. Vous avez été, c'est un secret de polichinelle, opposé au moins en partie à la stratégie du gouvernement pour lutter contre cette pandémie. Vous avez même claqué la porte du conseil scientifique au début de la crise. Non mais ce conseil scientifique, je n'étais pas d'accord factuellement avec ce conseil scientifique dont j'estime, et je continue à penser qu'il n'était pas un conseil scientifique. Et donc il s'est retrouvé à être quelque chose d'à cheval sur des recommandations politiques et sociales qui n'est pas le rôle d'un conseil scientifique, mais par contre, en revanche, je suis extrêmement critique sur la politique scientifique de la France dans ce domaine. Et encore une fois, je sais, les écrans sont très très mauvais pour la mémoire. Et donc les gens n'ont pas de mémoire. De temps en temps, je suis obligé de leur raconter quand même. Moi, je me suis fait engueuler parce que je testais les gens avant qu'on teste tout le monde. D'ailleurs, Agnès Buzyn, vous avez empêché de tester les personnes qui ont été rapatriées de Wuhan. Non, mais ils étaient rentrés dans le ministère, une espèce de délire en disant qu'il ne fallait pas les tester, alors que les gens étaient demandeurs. Enfin, ils revenaient de Chine, ils voulaient savoir s'ils étaient porteurs ou pas. Mais il fallait demander à un comité de protection des personnes si on avait le droit de faire le diagnostic chez les gens, de trucs. Donc c'est arrivé à un niveau assez étrange. Mais, encore une fois, j'ai pensé ça, je l'ai dit. J'ai dit qu'il fallait prendre en charge les malades quand on disait qu'il ne fallait pas les prendre. Et moi, j'ai entendu que la Haute Autorité de Santé a dit qu'il fallait les prendre en charge. Il faut faire attention à les isocoaguler parce qu'ils font des embolies pulmonaires chez les jeunes aussi. Ils en meurent. Il faut surveiller l'oxygène parce qu'il y a une particularité de cette maladie qui est qu'on ne sent pas quand on est insuffisant respiratoire, sauf avant de rentrer en animation. Et dont on avait vu ici, la moitié des cas hospitalisés étaient hospitalisés directement en réanimation. On n'avait rien fait avant. Là, j'ai vu ensuite que la HAS recommandait aussi de leur donner des antibiotiques, qui sont des choses, alors qu'au début, on leur disait que de leur donner de Doliprane. Donc, je crois que tout le monde a fini par être d'accord parce que je disais, les génomes, quand j'ai présenté les génomes, parce que je fais des génomes depuis plus de 20 années, je sais le faire, je sais les regarder. Donc quand j'ai parlé de ça, c'est quand même drôle d'entendre un virologue et le ministre dire il n'y a pas de variant, puis 3 mois après dire il y a des variants. Donc si vous voulez, moi je vois pas trop, si vous voulez, les éléments scientifiques pour lesquels nous aurions fait fausse route. Ça vous irrite beaucoup que je dise écoutez, la vaccination n'est pas une baguette magique, mais enfin vous êtes en plein dedans. Donc globalement, je ne crois pas, et je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas parce que, les uns ou les autres trouvent que je fais bien ou pas bien, que j'ai une certaine notoriété. Si j'ai une notoriété, c'est parce que je suis crédible. Parce que je me suis occupé des gens, hein, donc ici à Marseille, les gens savent que je me suis occupé d'eux, d'accord. Et deuxièmement, je suis crédible parce que la plupart des choses que j'ai dites se révèlent être ce à quoi tout le monde est d'accord, quelques mois ou quelques semaines après. Donc la crédibilité, ça se bâtit et c'est pas... Personne n'a besoin. Je ne sais même pas pourquoi les gens
ont besoin de moi pour dire que j'approuve ou j'approuve pas la loi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La loi, c'est la loi. On n'a pas besoin d'être d'accord avec ça. Sauf dans les États totalitaires, on dit non seulement vous devez appliquer la loi, mais vous devez l'aimer et vous devez dire que vous l'aimez. C'est autre chose. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Je fais ça ni pour ça, ni pour rien. Voilà. Bien. Et j'ai dit, vous voyez, vous parlez d'Agnès Buzyn, j'étais en désaccord avec... je ne l'ai pas dit à cette époque-là, parce que c'était mon ministre de tutelle et que j'essaie d'éviter d'être en désaccord avec le ministre de tutelle, parce que je pense que son métier est assez difficile. Mais vous voyez, je pense qu'elle a rendu obligatoire des vaccins pour lesquels nous n'avions pas de problème. Il y a un très beau rapport de la Cour des comptes pour voir ce qu'était la couverture vaccinale à ce moment-là, mais on ne rembourse pas la vaccination contre la varicelle où il y a 500 000 cas par an. On n'a pas proposé la vaccination contre la grippe aux petits-enfants alors que ce sont eux les vecteurs et qu'ils en meurent. On ne propose pas encore la vaccination pour le papillomavirus pour les garçons alors que ça donne 3 cancers chez les hommes et ça, je ne vois pas pourquoi on ne protégerait pas le cancer de la gorge, le cancer de l'anus, le cancer de la verge chez les hommes alors qu'on protège le cancer du col de l'utérus chez les femmes. Donc tout ça, moi je voulais que ce soit au moins remboursé et recommandé. Bien. Après, obligatoire, c'est une autre paire de manches. Donc, je crois plus à la conviction, et je crois qu'il fallait faire des choix qui étaient basés sur... Parce que les États-Unis ne sont pas un modèle pour tout, mais pour la stratégie vaccinale, ils sont pas mal. Moi, je disais, écoutez, importons, cette fois-là, les critères de vaccination du CDC. C'est pas une horreur scientifique de dire ça. Faisons ça, plutôt que de rendre obligatoire des vaccins pour lesquels, de toute manière, la couverture vaccinale est déjà extrêmement importante. Alors que pour les autres, on a 0 protection. On est au terme de cette interview. Je voudrais terminer, bon, c'est un clin d'œil. Avez-vous vu cette publicité d'RTL qui montre qu'après la crise, il faut revivre ensemble. Et on vous voit donc avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, tous les deux tout sourire. Vous voyez que je suis charmant. Vous voyez que tout le monde peut réaliser que je suis charmant. Ouais. Donc ça vous a fait rire, ça vous a amusé? Ça m'a surpris. Après, ça amuse beaucoup mes petits-enfants. Donc, tant mieux. Si ça les amuse, je suis content pour eux. Okay. Moi, honnêtement, j'ai rien contre le ministre. Je vous l'ai dit, et ça, je le dis à chaque fois. Je ne voudrais pas, c'est peut-être une réponse à votre question précédente, je crois à la responsabilité. Donc, la responsabilité, c'est la responsabilité. Mais je n'aurais pas voulu me retrouver ministre de la Santé dans cet épisode parce que c'est trop multifactoriel, il y a trop d'éléments que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. J'ai vu, moi, un ministre de la Santé dans cette situation au milieu de la canicule. Oui, en 2003. En fonction d'un environnement que vous ne choisissez pas, parce que vous ne choisissez pas votre cabinet, vous ne choisissez pas vos directeurs, et donc vous vous retrouvez dans des situations de crise sans avoir la capacité de les gérer de manière sereine. Vous êtes en contact avec lui de temps en temps ou jamais? De temps en temps, si. Ah, c'est vrai? Oui, mais il m'a envoyé ses félicitations quand j'ai envoyé un tweet en disant il faut que le personnel de santé se soigne. Il a dit bravo Didier, donc très bien. Moi, d'ailleurs, je l'ai dit souvent, quand on me fait des compliments, qu'on me dit merci, je suis très content. Hein. Merci. Mais même quand c'est le ministre, je suis très content. Merci beaucoup, professeur Raoult. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.